Pour illustrer notre cours sur la transmission de puissance en régime sinusoïdal, je vous propose un TD d'un niveau débutant un peu particulier. En le regardant, vous remarquerez qu'il ressemble davantage à un exercice de physique qu'à un exercice classique de sciences de l'ingénieur. Mais pas de panique, c'est l'occasion de renforcer nos bases tout en avançant sur des notions pratique. Imaginons une source de tension alternative de 230 volts à 50 Hz qui alimente une charge composée d'une résistance de 100 ohms et d'une inductance de 0,2 Henry. Dans cet exercice, voici ce que vous allez faire. Vous calculez la valeur efficace du courant, les différentes puissances actives, réactives et apparentes, ainsi le facteur de puissance de la source de tension. Alors, un circuit aval, ça pourrait modéliser n'importe quelle charge, un transformateur par exemple ou un moteur à courant alternatif, mais ce n'est pas l'objet de cet exercice qui veut nous amener ici à raisonner en termes de puissance. Alors, la première question, c'est quand on avait dit de calculer dans n'importe quel ordre, le I, P, Q, S et FP, d'accord? La question c'est comment est-ce qu'on va s'y prendre? Je vous laisse réfléchir un petit peu, voire faire une pause et essayer de faire l'exercice. Ce n'est pas très compliqué, mais ce n'est pas très simple non plus. Alors, la première chose qu'on peut calculer assez aisément, je crois que c'est le courant I. Pour calculer le courant I, on va travailler sur l'impédance Z. Là, puisqu'on a deux éléments en série, R et L, donc l'impédance, ce sera l'ensemble de R plus L. Du coup, on est pour une impédance de R plus J à l'oméga. Donc, son module, c'est R au carré plus L oméga racine au carré. À ce moment-là, avec la définition de U est égal Z fois I, on pourra calculer le courant. Et au final, on aura une intensité de 1,95 ampères débitée par la source. D'accord? Et à partir de la valeur de I, eh bien, on peut immédiatement calculer la puissance dissipée dans la résistance, puisque la résistance est le seul élément à consommer de la puissance active. Je rappelle une fois qu'une inductance ne consomme pas de puissance active, donc quelle est la puissance dissipée dans la résistance? Eh bien, la puissance dans une résistance, c'est I au carré sur R ou R fois I au carré. C'est des formules qu'on est censé de les connaître par cœur. Eh ben, on connaît pas la tension en borne de la résistance. On connaît par contre son courant. Donc, c'est R fois I au carré. On choisit cette formule-là et immédiatement, il arrive que la puissance dissipée dans la résistance est de 379 watts. C'est également la puissance fournie par la source. On trouve de la même façon la puissance réactive qui est égale à L oméga I au carré. Et dans le cours, on a vu que la puissance réactive consommée par une inductance est L oméga I au carré. Et quand on fait l'application numérique, on trouve 239 watts. D'accord? Et à partir de là, eh bien, on peut calculer tout de suite la puissance apparente S. C'est la racine au carré plus Q au carré. On trouve une valeur de 447 volts ampères. D'accord? On aurait pu aussi bien faire S est égal U fois I, puisqu'on avait le courant, d'accord, débité par la source. Donc, on peut calculer sans aucun souci la puissance apparente S. Quant au facteur de puissance, eh ben, on a P connu, S connu. Le facteur de puissance, du coup, ça sera P sur S. Il arrive immédiatement en nous donnant la valeur de 0. On fait une arrondie de 0,85. Voilà, c'est un exercice relativement simple, plutôt un exercice de physique, mais qui nous fait calculer les différentes puissances. J'espère que jusqu'à maintenant, ça va. Maintenant, j'ai analysé les courbes je les ai fait sur un code Python. On va analyser un petit peu ce qui va se passer. Vous avez la première courbe qui est la tension et courant en fonction du temps.
De cette première courbe, nous avons deux sinusoïdes, représentent la tension et le courant en fonction du temps. La tension oscille autour de 0 avec une amplitude maximale qui correspond à la tension efficace multipliée par racine au carré. On a le courant qui est déphasé, qu'on voit ici, qui est déphasé par rapport à la tension. La forme de l'onde est similaire à celle de la tension, qui est sinusoïdale, mais elle est décalée dans le temps par un angle phi qui dépend des valeurs de la résistance et de l'inductance. D'accord? En gros, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la réactance inductive XL, qui est un ensemble de la résistance plus une inductance, crée un retard dans le courant par rapport à la tension. Et cela signifie que le courant atteint son maximum après la tension, ce qui est visible sous la forme d'un décalage temporel entre les pics de la tension et les pics du courant. D'accord? Ce qui serait bien, c'est que de me montrer comment on a eu un déphasage de 0,56 et déposer votre travail sur la rubrique travail. Sur, là, je dis bien sur la plateforme Lintac. Par contre, sur les plateformes Udemy, vous pouvez les déposer sur le commentaire. D'accord? Parfait. Pour la deuxième courbe, on a la puissance active, réactive et apparente en fonction du temps. Et ce qu'on peut dire ici, c'est on a la puissance active qui oscille autour d'une valeur moyenne qui est constante. Elle représente l'énergie réellement consommée par le circuit. Elle est donnée par une formule de P est égal V fois I efficace cos phi, où phi est l'angle de déphasage entre la tension et le courant. On a la puissance réactive Q qui oscille autour de 0 aussi, car elle ne fait pas de travail utile, mais elle est importante pour caractériser l'échange d'énergie entre la source et l'inductance. On a la puissance apparente S, qui est la puissance apparente, qui est une combinaison de la source de la puissance active et réactive, et elle représente l'énergie totale qui circule dans le circuit. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette figure-là? Eh ben, la puissance active est relativement stable, car elle est en phase avec la tension et le courant. La puissance réactive oscille autour de 0, indiquant qu'elle ne contribue pas directement au travail utile. Et la puissance apparente fluctue autour d'une valeur constante, qui est toujours supérieure à la puissance active en raison de la présence de la puissance réactive. D'accord? Pour la figure 3, c'est les moyens des puissances P, Q et S. D'accord? Ça, vous devez bien retenir ces valeurs-là parce qu'on aura besoin juste après cet exemple. D'accord? Bon, on a les barres qui montrent clairement que la puissance réactive est plus importante. D'accord? Que la puissance active, bien sûr. Ce qui est typique pour un circuit inductif. En effet, dans les circuits RAL, une partie de l'énergie est échangée entre la source et l'inductance sans réellement effectuer un travail utile. Et pour la puissance apparente est plus grande que la puissance active, car elle combine la composante active et réactive. Au final, pour la figure 4, la dernière figure montre l'évolution du facteur de puissance en fonction du temps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Eh ben, tout simplement, le facteur de puissance est toujours inférieur à 1, bien évidemment. Dans un circuit RL, car il y a un retard entre la tension et le courant, cela signifie que l'énergie n'est pas entièrement utilisée de manière productive. Si elle est entièrement utilisée, on sera à l'approche de 1. D'accord? J'espère que cette partie est claire pour vous. On va passer maintenant pardon, comme ça. On va passer maintenant à la seconde partie. On ajoute un condensateur en parallèle et on nous demande de refaire les calculs précédents. Donc, on va rajouter ce condensateur-là en parallèle et il faut à nouveau calculer le IPQS, c'est le facteur de puissance. Alors, la puissance, c'est toujours 379 watts.
ça n'a pas bougé. Pourquoi à votre avis? Eh ben, parce que le circuit Aral est toujours soumis à la même tension, 230 volts. Et du coup, il est toujours parcouru par le même courant et la résistance consomme toujours 379 watts. Comme c'est le seul élément qui consomme la puissance active, l'ajout du condensateur n'a pas modifié la consommation de puissance active de l'installation. Et cela est dû au fait qu'en le plaçant en parallèle, la tension aux bornes du circuit Aral reste inchangée. Si le composant avait été mis en série, cela aurait modifié le courant dans le circuit, ce qui aurait également changé le courant traversant dans la résistance ainsi que sa puissance. En parallèle toutefois, la tension reste constante en borne, ce qui préserve les conditions initiales pour le circuit Aral. D'accord? Donc j'ai toujours le même courant de 1,95 ici. Et dans cette branche-là, c'est le courant que nous avions calculé précédemment. Il n'a pas changé. Pour la puissance réactive fournie par le condensateur, puisque je rappelle qu'un condensateur fournit de la puissance réactive, on reprend rapidement la relation démontrée, Q est égal moins U au carré C oméga. On connaît la tension aux bornes du condensateur, c'est facile. On connaît la valeur de C, ainsi que oméga. On trouve donc immédiatement par une application numérique moins 166 voltampères réactifs. Du coup, si je fais un bilan de puissance réactive consommée par l'installation ou fournie par la source est égal à la somme des puissances consommées par l'ensemble des consommateurs des récepteurs. Eh bien, je vais avoir donc une puissance réactive totale qui vaut la puissance dans l'inductance qui est connue, qui n'a pas bougé, comme je l'ai dit, du coup la puissance, comme je l'ai dit, pardon, et du coup la puissance apparente totale, pardon, eh bien tout simplement racine de P au carré plus Q au carré, et je trouve la valeur de mon courant de 1,68 ampères que j'avais ici, d'accord? Et là, je remarque des éléments intéressants. Il y a vraiment beaucoup à dire. Premièrement, on pourrait envisager, comme tout à l'heure, de recalculer l'impédance de l'ensemble. Nous avons une association Aral en série avec un condensateur en parallèle et cela mènerait à des calculs assez lourds, ce que ferait probablement un professeur de physique en appliquant directement les formules des impédances en réalité. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul et le raisonnement basé sur les puissances semble ici parfaitement adapté. Je veux que vous raisonnez de manière logique, mais pas vous appliquer les formules et c'est tout. Et là, justement, on va bien comprendre cet aspect-là. Le deuxième point intéressant, nous avions initialement un courant de 1,95 ici. Ensuite, j'ajoute un condensateur et son calcul donne un courant de 0,72 ampères. Cela signifie que j'ai 1,95 dans mon premier récepteur et 0,72 dans mon second récepteur. Mais finalement, le courant total est de 1,68 ampères. Ce qui est étonnant, il est plus faible que ce courant-là. D'accord? Pourquoi? À votre avis? Parce que on met en évidence l'importance de l'addition vectorielle des courants dans des circuits alternatifs. C'est pourquoi le 1,68 il n'est pas égal à 1,95 plus 0,62. Si on veut vraiment appliquer la loi des nœuds, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Là, on voit bien ici celui-là qui rentre. On va faire un petit point. Il y a un seul courant qui rentre et il y a deux courants qui sortent. Du coup, cette formule-là n'est pas valide. Parce qu'elle n'est pas valide, parce que dans un circuit alternatif, les courants dans différentes branches en parallèle peuvent être déphasés. Ils ne sont pas en phase. S'ils sont en phase, si j'avais ici que une charge résistive, bah oui, c'est faisable. Mais si j'ai une charge résistive ou inductive, il y aura un déphasage. Et vu que il y aura un déphasage, du coup, on est dans un plan complexe, d'accord?
Et en d'autres sens, cela signifie que les courants ne s'ajoutent pas comme des nombres simples, scalaires, d'accord, mais plutôt comme des vecteurs dans le plan complexe. Alors ça, c'est surprenant parce qu'en fait, rajouter un élément vient réduire le courant produit par la source. D'accord? Comme vous le savez ici, on a rajouté un condensateur, ça a réduit le courant débité par la source. Et c'est un résultat qui est largement contre-intuitif. Et pourtant, nos calculs sont justes. Alors, je vais essayer d'expliquer encore une fois, avec plus de détails, pourquoi on trouve ce résultat un peu surprenant. Reprenons un petit peu ce qu'on avait fait. On va placer ici les résultats sur un diagramme qu'on appelle le diagramme de Fresnel. On a la puissance active en abscisse et puissance réactive en ordonnée. Et on va reprendre les résultats qu'on avait. Donc, une puissance de 379 watts consommée par la résistance, une puissance réactive de combien? De 239 voltampères consommée par l'inductance. On retrouve immédiatement cette puissance produite par la source suivant la théorème de Bouchereau, somme des puissances de l'installation. Et ben ici on n'a qu'une. Je peux donc placer cette puissance ici sur mon diagramme. En second lieu, la source produit également une source réactive de 139 var. Et ben, je peux placer cette puissance-là également perpendiculairement à la puissance active sur mon diagramme. Et donc, ça correspond à une puissance apparente de 447 voltampères. D'accord? Et au niveau de la source, bien sûr. J'ai simplement illustré graphiquement avec mon diagramme des puissances ce qu'on a vu dans la première partie de l'exercice. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de rajouter mon condensateur en parallèle de 10 microfarads. J'avais un courant de 1,95 dans ma résistance et je rajoute le condensateur de 10 microfarads. On l'a vu, il y a donc une puissance réactive produite par le condensateur de moins 166 voltampères réactifs associé à un courant de 0,72 ampères, d'accord? Et ça veut dire que ma nouvelle puissance réactive est de combien, à votre avis? Vas-y, réfléchissez bien. Eh ben, est de 72,9. Lorsque je soustrais les moins 166 var avec les 239 que j'avais avant, ici. Et donc, j'ai une puissance réactive ici qui vient de l'autre sens, vers le bas, puisqu'elle est négative de moins 166 var. D'accord? Je crois jusqu'à maintenant que c'est assez clair. Donc, dans ma nouvelle puissance apparente est plus faible. Lorsque je refais mon calcul, elle devient 386 voltampères. D'accord? Eh bien, c'est ce morceau-là de la puissance apparente que j'ai qui va venir au bout de cette page. Là. Et donc, comme la puissance apparente de l'installation a baissé très naturellement, le courant, lui aussi, a baissé. Donc, pour résumer, l'ajout d'un condensateur en parallèle dans une installation est une pratique courante, comme illustré dans cet exercice. Et son rôle principal est de réduire le courant appelé par le générateur en produisant localement l'énergie réactive. Nécessaire bien sûr au fonctionnement du consommateur, comme un moteur par exemple. Et cela permet d'alimenter plus d'équipements sur la même installation, ainsi de réduire les coûts d'installation. D'accord? Je voulais d'abord analyser une autre fois avec vous les courbes avec ce circuit RLC. D'accord? Eh ben, tout simplement, on va commencer par la tension et courant en fonction du temps.
Ici, on a la réactance à inductif XL qui va créer aussi un retard dans le courant par rapport à la tension, tandis que la réactance capacitive XC tend à avancer le courant dans ces circuits. Et ces effets s'équilibrent partiellement, réduisant le déphasage global, comme on le trouvera ici. D'accord? C'est grâce à la réactance capacitive XC qui tend à avancer le courant dans ces circuits. D'accord? Avant, on avait un circuit Arral, on avait un déphasage de 0,56 Arad, et celui-là, il s'est rapproché je l'ai pas calculé, mais il s'est rapproché vers 0,27 à peu près. Je vous ai déjà demandé comment on a eu le déphasage de 0,56. Eh ben, cette fois-ci, vous calculez ce déphasage-là et vous remarquez que grâce à la réactance capacitive, XC qui tend à avancer le courant. On va voir pourquoi. D'accord? Et ben pour la deuxième figure, la puissance active, réactive apparente en fonction de P, presque euh, on avait presque les mêmes courbes, juste les valeurs qui se sont changées. Avant on avait une puissance réactive assez importante, pareil pour l'apparente et pareil pour l'actif. Et si vous remarquez, on a ici un facteur de puissance qui vraiment tend qui est très proche. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi? D'accord? Ici, je vous ai mis, si vous voulez faire une application vectorielle, d'accord? C'est par rapport à un déphasage, c'est cette formule-là, et ça reste valide, justement pour avoir un courant total de 1,66, vu qu'on avait un circuit inductif et capacitif, du coup, il y avait un déphasage, et ben, cette formule-là, c'est valide. D'accord? Justement, vous devez d'abord, c'est pour ça que je vous ai dit de calculer le déphasage. Et une fois c'est calculé, vous faites l'application numérique et vous aurez une valeur de 1,68 ampères. J'espère jusqu'à maintenant que c'est clair. Et maintenant, on va passer pour la comparaison des deux circuits. D'accord? Je vais juste faire un petit rappel du contexte. Le circuit RL sans condensateur qui est là, il est composé d'une résistance R et d'une inductance L. Comme vous le savez, il y a un déphasage entre la tension et le courant en raison de la réactance inductive, en raison de L. D'accord? Et pour le circuit RLC, c'est avec un condensateur. Ici, cela modifie la réactance totale du circuit, modifiant ainsi le déphasage entre la tension et le courant. Comme je vous ai dit, ici, on avait 0,56 et ici, on est aux environs de 0,27 radians. D'accord? Eh ben, je vais analyser la première figure. On a le circuit RL, on a la tension et le courant oscillent en fonction du temps, selon une sinusoïde, mais le courant est en retard par rapport à la tension, ce qui reflète bien sûr le déphasage entre eux. Et ce retard est causé par l'inductance qui oppose les variations du courant. D'accord? Je répète ce que j'étais en train de dire, hein. Pour le déphasage est marqué par un décalage temporel entre les pics de tension et de courant. Passons maintenant au circuit RLC. Là, il y a un déphasage qui va changer en fonction de la réactance capacitive qui peut compenser partiellement la réactance inductive. Il peut y avoir un déphasage réduit, comme je vous ai dit, par rapport au circuit RL. Et cela dépendra de la valeur de la capacité et de la fréquence, bien sûr. Si la capacité est bien choisie pour compenser l'inductance, le déphasage entre la tension et le courant peut être réduit. Et cela pourrait rendre les courbes plus proches dans le temps. D'accord? Bon, pour une
comparaison générale, on peut dire que vis-à-vis de déphasage avec le condensateur, le déphasage peut être diminué tant qu'en l'absence de condensateur, le déphasage est plus important dû à l'inductance seule. D'accord? Je vais passer maintenant à la figure 2 qui montre l'évolution de la puissance instantanée avec des lignes représentant la puissance active, réactive et apparente. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux courbes-là? Eh ben, pour la puissance réactive, on remarque bien dans le circuit aral, la puissance réactive est plus élevée que dans le circuit aral C, où elle pourrait être compensée ou atténuée par la réactance capacitive. Quand on voit ici, on a 238, par contre ici, on a 72. D'accord? Euh, pour la puissance apparente, elle pourrait être légèrement réduite dans le circuit RLC, car l'impédance globale du circuit est affectée par la présence du condensateur, comme on le voit ici. C'est réduit. On a 447, ici on a 386. Par contre, pour la puissance active, ça restera la même. On va passer maintenant à la troisième figure. C'est les moyennes de tension. Pour le circuit aral, comme je vous ai dit, la puissance reste relativement constante car elle dépend que de la résistance. D'accord? Ça, c'est réduit. Hein. Il y a un petit peu d'influence sur ça, mais c'est pareil. Pour la puissance réactive, Q est plus importante en raison de la réactance inductive qui impose une puissance qui ne fait pas de travail utile. D'accord? Pas de travail utile. Pour la puissance apparente, elle est plus grande car elle prend en compte à la fois la puissance active et réactive. Pour le circuit RLC, la puissance, encore une fois, reste similaire à celle du circuit RL. Euh, pour la puissance réactive Q est souvent réduite dans le circuit RLC car la réactance capacitive réduit l'effet de l'inductance. Et pour la capacité, pour la puissance, pardon, apparente, elle peut également diminuer par rapport au circuit RL, car la qualité de puissance réactive est réduite. D'accord? Pour une comparaison générale, on pourra dire que pour la puissance réactive, c'est plus faible dans le circuit RLC grâce à la compensation de la réactance inductive par la réactance capacitive. Et pour la puissance apparente, c'est plus faible logiquement dans le circuit RLC également à cause de la réduction de la réactance totale du circuit. D'accord? On va passer à la dernière figure qui est le facteur de puissance en fonction du temps. Et ben pour une comparaison générale aussi, on pourra dire que dans le circuit RLC, il peut être élevé, indiquant que la réactance totale du circuit est mieux équilibrée et que la puissance utilisée est plus efficace. D'accord? Parfait, en principe, c'est ce que j'ai à dire. Je voulais justement faire une conclusion générale de ma comparaison. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire dans un circuit RL sans condensateur, et ben le circuit présente une réactance inductive significative qui entraîne un grand déphasage entre la tension et le courant, une puissance réactive plus élevée et un facteur de puissance, bien sûr, inférieur à celle du circuit RLC. Avec un condensateur RLC, la réactance capacitive réduit la réactance inductive totale, ce qui diminue le déphasage et réduit la puissance réactive et améliore le facteur de puissance à 0,98. On est très bien là. Au final, on peut dire que les circuits RLC offrent une meilleure gestion de la puissance, notamment en réduisant la puissance réactive
en augmentant l'efficacité du circuit en termes de consommation énergétique. Justement là, c'est moi qui vous ai mis la valeur du condensateur. Le prochain exercice, ce sera un niveau un peu avancé de cela. C'est vous qui vont déterminer la valeur de C. D'accord? Nous avons terminé cette partie. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons, comme je vous ai dit, un TD de niveau maîtrise pour bien consolider ce que nous avons appris durant le cours. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.